Bonjour, je me présente Ariette Lamia, orthophoniste, productrice et animatrice de cette émission podcast The Voice of Ortho. Un podcast qui donne la parole aux orthophonistes marocaines, mais pas que. Orthophoniste française installée au Maroc, plus précisément à Darboisa, pas très loin de Casablanca, Véronique Servanti, l'une des spécialistes des troubles du raisonnement logico-mat au Maroc. J'ai eu l'occasion de rencontrer Véronique dans différents événements autour de l'orthophonie, mais ce n'est que dernièrement que j'ai eu l'occasion de la connaître un petit peu plus lors de ses formations autour du raisonnement logico-mat de l'enfant et l'ado organisées par Blabla Ortho. Une formation que j'ai vraiment appréciée, que je vous recommande vivement. Pas parce que j'aime les mathématiques ou encore que mon père soit prof de maths, mais c'est plutôt parce que l'approche m'a beaucoup parlé. En logico-mat, on est vraiment dans la manipulation, on manipule beaucoup. En dehors de ça, on crée du matériel avec le patient et je trouve que c'est un réel plus, le fait que le patient soit aussi intégré et aussi investi et actif de sa prise en soin, je trouve ça vraiment génial. En plus de ça, c'est un réel accompagnement, c'est-à-dire qu'on va accompagner réellement le patient dans la création, dans la mise en place de son raisonnement pour qu'il arrive par lui-même à ses conclusions. Et je trouve que c'est une approche qu'on devrait vraiment avoir dans différents types de soins, pas uniquement au raisonnement logico-mat. C'est pour cela que je vous invite à rejoindre ma conversation avec Véronique Servanti. Bonjour Véronique. Bonjour Lamia. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Et toi ? Très bien, merci. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation et d'avoir accepté de faire cet épisode avec moi. C'est moi qui te remercie de m'inviter à faire ce podcast. Super. Alors le sujet d'aujourd'hui, ça sera le raisonnement logico-mat, aussi bien en ce qui concerne l'enfant et l'adolescent, parce que c'est deux choses qui sont relativement différentes. On va voir ça lors de cet épisode. Et c'est un sujet qui fait relativement peur aux orthophonistes, parce qu'elles se posent pas mal de questions par rapport à ça. Donc on verra ça au fur et à mesure. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Je peux me présenter, enchantée. Donc oui, je suis Véronique Servanti, je suis mariée, j'ai 2 enfants et j'habite au Maroc maintenant depuis 19 ans. J'ai eu mon diplôme à l'université de Lille en 2004, donc ça fait 20 ans cette année. Pour la petite histoire, j'ai exercé pendant 1 an en France avant de venir m'installer au Maroc et j'ai commencé à exercer au Maroc donc en 2006. En 2012, on a créé avec Sarah Zarkik et Agnès Touli l'association des orthophonistes du Maroc, avec un autre petit groupe, mais c'est vrai qu'on est à l'initiative. J'ai enseigné à l'IFM Santé, à l'UIC et à l'université Mohamed VI. Et j'ai ouvert un cabinet d'orthophonie donc en libéral au Maarif, en association avec Hanan Larouni, où je suis restée depuis 2012 jusqu'en 2019, 2020. Et en 2019, je me suis installée à mon propre compte, donc toute seule, à Darboisa. D'accord, donc du coup, vous n'êtes plus du tout à Casablanca ? Je suis plus du tout à Casablanca, je travaille maintenant donc à Darboisa exclusivement. Et je travaille essentiellement, pas essentiellement, je ne travaille qu'avec des enfants et des adolescents. Je travaille pas avec les adultes parce que je suis pas du tout à l'aise avec les adultes. D'accord. Et donc pour tout ce qui est troubles du langage oral et troubles des apprentissages en général, et plus particulièrement effectivement sur les troubles du raisonnement logico-mathématique, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et dans lequel je me suis plus ou moins spécialisée, oui. Et qu'est-ce qui t'a motivée à aller vers une formation d'orthophonie ? Alors l'orthophonie à la base, je connaissais sans connaître en fait. J'aime bien... Souvent, je dis l'orthophonie qui m'a choisi, et pas moi qui ai choisi l'orthophonie. Juste pour l'anecdote, moi j'ai eu un bac scientifique. J'ai toujours su que je voulais travailler avec des enfants, mais je ne savais pas trop dans quelle branche. J'avais envisagé d'être médecin, mais c'était des études trop longues pour moi. Donc j'ai vite laissé tomber. Et puis, sortant d'un bac scientifique, j'ai fait une année de fac de sciences en me disant je vais faire une licence et puis je rentrerai à l'Institut de formation des maîtres pour devenir instit, mais sans grande conviction. Et puis à la fin de cette année universitaire, je regardais les infos avec ma mère et là je suis tombée sur un reportage sur une orthophoniste et je suis tombée des nues et j'ai dit « Oh, mais c'est ça que je veux faire !» Et ça a été une révélation pour moi. Et comme une évidence. Comme une évidence. C'était exactement ça, j'en ai encore des frissons à y repenser. Parce que c'était vraiment une révélation. Et je me suis démenée, parce que moi j'ai eu mon diplôme donc, en France. En France, les études, c'est un concours pour entrer en école d'orthophonie. Oui. Donc j'ai passé le concours
plusieurs fois. C'est ça, parce que je sais que par rapport à ce que je peux voir sur Instagram, qu'il y a des orthophonistes qui vont passer, plutôt des étudiants, qui vont passer des concours dans différentes villes pour avoir le plus de chance. J'ai fait plusieurs fois le Tour de France. Enfin, j'ai fait 2 années de suite le Tour de France, justement. Ah oui. J'ai passé le concours à Paris, à Toulouse, à Bordeaux, à Nancy, à Strasbourg, à Montpellier. Et à Lille, je l'ai passé 3 années consécutives pour finalement l'obtenir donc à Lille, et qui est une excellente école. Et voilà, j'ai absolument jamais regretté mon métier. J'aime ce choix. Je me vois pas arrêter un jour. Je me vois mourir dans mon cabinet. C'est vrai. Ouais, je m'imagine pas pouvoir arrêter de travailler un jour. J'ai le plaisir de me réveiller le matin pour aller travailler. Ah, c'est génial. Et ça, c'est vraiment un grand avantage, quoi. Enfin, c'est sûr. C'est magnifique. J'aime mon travail. D'accord. Et du coup, comment est-ce que tu as découvert cette partie-là de l'orthophonie, du raisonnement logicomat? Alors, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai fait de merveilleuses rencontres dans ma vie professionnelle dès mes premières années d'études. Et lorsque j'étais étudiante, justement, j'ai fait un stage chez une orthophoniste en dernière année, qui est un stage long d'une année, et qui m'a proposé de venir m'installer avec elle. J'avais pas encore mon diplôme. Elle est venue, elle m'a proposé de m'installer en tant qu'associée avec elle. Donc ça, c'était au mois d'avril, avant même que j'aie mon diplôme, et j'ai dit oui. Et donc au mois de juillet, quand je suis venue la rejoindre, je suis revenue avec un emploi du temps plein. Et elle m'avait demandé si je faisais des rééducations logico-mathématiques. Et j'ai dit ouais, moi j'adore les maths, pas de souci, je fais ça. Et quand je me suis retrouvée face à ma première patiente pour faire des maths, je savais pas quoi faire. Je me suis rendu compte que faire des maths et pas enseigner, mais rééduquer des maths, ce sont 2 mondes complètement différents. Et donc, du coup, je me suis lancée dès la première année je venais à peine sortir de mes études, je me suis lancée dans la formation GPALM, donc en France. Et là, oui, j'ai encore plus adoré. Déjà, j'aimais les maths, mais j'ai encore plus adoré parce que ça m'a donné une autre vision, justement, des mathématiques et de comment... Alors après, nous, on a toujours été matheux dans la famille. Mon grand-père était prof de maths, mon oncle est prof de maths. On est tous plus ou moins matheux. Donc, c'est quelque chose qu'on a dans le sang. Mais c'est vrai que c'est difficile d'aborder les maths avec quelqu'un pour qui c'est pas évident, justement. Ouais. Et justement, ce que je trouve ça relativement, on va dire... pas malheureux, mais triste dans un sens, c'est-à-dire que le raisonnement logicomat ne fait pas du tout partie des matières, des modules qu'on enseigne en école d'orthophonie. Pourtant, c'est un trouble qui est tout aussi important que les troubles du langage écrit. Tout à fait. Alors, on en parle peu des problèmes de maths. Souvent, on dit que les enfants qui ont des problèmes en mathématiques, ce sont des enfants qui ne sont pas bons en maths, et puis c'est tout, voilà, ils ne sont pas matheux. Or, la dyscalculie, c'est quelque chose qui est avéré. C'est un trouble 10 au même titre que la dyslexie. Donc la dysphasie. Et c'est vraiment un trouble qui est très, très handicapant pour les enfants, qui, au même titre que la dyslexie, entraîne un mal-être et un manque de confiance en soi terrible. Et c'est bien dommage qu'on ne le prenne pas en charge plus que ça. Moi, j'ai regretté aussi beaucoup dans mes études initiales. Il n'y avait pas non plus le module logicomat était très, très simple et très court. Et c'est vrai que c'est important d'être bien formé pour pouvoir rééduquer des maths. C'est vraiment un module à part entière, quoi. Et ça devrait être plus enseigné dans les écoles. Tout à fait. Alors justement, parlant de ça, pour les orthophonistes qui n'osent pas se lancer dans le raisonnement logicomat, est-ce qu'il faut être bon en mathématiques pour proposer ce type de soins? Alors, oui et non. J'ai même envie de dire plutôt non. C'est même plutôt un avantage de ne pas être bon en maths. Parce que quand on n'est pas bon en maths, en fait, c'est plus facile de se mettre au niveau de l'enfant. Quand on est bon en maths, on n'arrive pas à comprendre pourquoi lui ne comprend pas. Et donc, du coup, des choses qui sont évidentes pour nous, on ne comprend pas que ça ne soit pas évident pour lui. Et donc, du coup, le fait de ne pas être bon en maths permet de pouvoir se mettre à son niveau et de pouvoir lui expliquer et reprendre avec lui le raisonnement dès la base. Donc, je dirais même que c'est plutôt un avantage de ne pas être bon en maths. Mais c'est vrai qu'on a du mal à se lancer dans des rééducations mathématiques quand on n'est soi-même pas à l'aise avec cette matière-là. Tout comme c'est difficile de rééduquer la dysorthographie quand on n'est pas bon en orthographe. Tout à fait. Après, je trouve qu'il y a un lien très étroit entre les troubles du langage oral, langage écrit et logicomat, parce que dans le langage oral, il y a beaucoup de logique, même en grammaire.
Pareil pour le langage écrit, voilà, la conjugaison, mais aussi au niveau de la compréhension, pour gérer un texte, pour pouvoir vraiment faire un résumé. Il y a beaucoup de raisonnement dans tout ça. Donc automatiquement, s'il y a un problème au niveau du raisonnement, ça sera très compliqué de travailler sur cette partie-là au niveau du langage écrit. Il y a quelques années, j'ai encadré un PFE justement dans ce sens-là, une étudiante où on avait essayé de voir s'il existait un lien entre un trouble au raisonnement logique, alors je dirais pas raisonnement logico-mathématique, mais vraiment un trouble dans le raisonnement logique et la dyslexie. On n'a rien trouvé de probant à ce niveau-là, mais c'est vrai que souvent les enfants qui sont dyslexiques ont un problème de raisonnement. Voilà, pas de problème de maths, mais au niveau du raisonnement, il peut y avoir... l'étude n'a pas été poussée très loin, mais effectivement, moi, je trouve que ça s'impacte, effectivement, notamment sur la conjugaison et la grammaire, la logique de la grammaire, parce qu'il y a une certaine logique quand même dans la grammaire et dans la conjugaison. C'est ça, exactement. Et est-ce qu'il est possible de prendre en soin des patients avec des troubles aussi bien du raisonnement du raisonnement ou bien des mathématiques sans pour autant être formé en logicomaths? Tout est possible dans la mesure où on en a envie, effectivement, où on est motivé. Maintenant, moi d'expérience, je me suis sentie très démunie et en manque de moyens. On se sent très vite limité. Et dans toutes les conversations que j'ai pu avoir avec des gens qui n'étaient pas formés en mathématiques et qui me posaient la question, c'était souvent ce qui revenait justement... Jusqu'où je peux aller, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Parce qu'on a tendance, justement, quand on veut faire une rééducation mathématique, à vouloir faire des exercices systématiques. Or, la rééducation en logico-mathématiques, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout reprendre les leçons qui ont été faites en classe et refaire des exercices systématiques. C'est vraiment reprendre les bases de la numération, les bases du calcul, les bases même des problèmes. Donc, c'est très lié à la gestion mentale, c'est très lié à beaucoup de choses de raisonnement. Et c'est vraiment un travail assez spécifique, assez particulier, et moi je crois que c'est nécessaire, j'ai envie de dire que c'est nécessaire de faire une formation, au moins une initiation, et beaucoup se renseigner, beaucoup s'informer pour pouvoir prendre en charge correctement un enfant qui est en difficulté en mathématiques et en raisonnement logique en général. Voilà. J'ai eu l'occasion de faire les deux formations que tu proposes aussi bien de l'enfant et de l'adulte, plutôt de l'adolescent. Et du coup, je trouve que le bilan qu'on fait passer aux patients nous donne beaucoup d'indices au niveau de son niveau de raisonnement, au niveau de son niveau d'interprétation pour tout ce qui concerne la numération et tout ce qui va avec. Donc, du coup, je trouve que commencer une prise en soin sans passer par un bilan, c'est très très compliqué parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'il en est dans sa manière de voir les choses, dans sa manière de raisonner. Et du coup, si on va directement, comme tu as expliqué tout à l'heure, directement par d'exercices, ça va être très compliqué, on ne va pas avancer du tout. Et du coup, c'est très frustrant pour l'enfant, mais aussi pour l'orthophoniste. Non seulement on n'avance pas, mais en plus on continue à mettre le doigt sur là où il a des difficultés. C'est-à-dire qu'un enfant qui n'arrive pas à faire une addition, à poser une addition, à faire une addition posée sur le papier, en vertical, si déjà il n'a pas compris le principe de ce que c'est qu'une addition, que ça veut dire ajouter, que ça veut dire mettre ensemble, et de comprendre la notion d'ensemble, on ne pourra pas, et on va continuer à rajouter des difficultés sur des difficultés et des douleurs sur des douleurs, parce que c'est douloureux de ne pas être bon en mathématiques et de voir que tous les copains y arrivent et pas l'enfant qu'on a devant nous. Et tu l'as dit justement lors de la présente formation qu'ici au Maroc, les mathématiques, c'est très important que pour les parents, si l'enfant n'est pas bon en maths, il n'aura pas d'avenir professionnel par la suite au niveau de ses études supérieures. Pas qu'au Maroc. Mais c'est vrai que vu que là, on est dans le contexte un peu marocain. Donc, dans la culture en général, on a tendance à penser que si on n'est pas bon en maths, on ne peut pas s'en sortir dans la vie. Or, c'est pas vrai. On peut ne pas être bon en maths et très bien s'en sortir. Maintenant, c'est vrai que d'un point de vue développement personnel, je dirais, et bien-être de l'enfant, il faut quand même lui donner un minimum de base. Il faut qu'il puisse s'en sortir dans la vie, parce que les mathématiques, quand on va à l'épicerie, quand on va faire des achats, quand on veut partager quelque chose, enfin voilà, c'est important quand même d'avoir un minimum de connaissances et de se sentir à l'aise avec ça. Et du coup, par exemple, s'il y a des parents qui écoutent le podcast, quand est-ce qu'il faut aller vers un professeur, soutien scolaire, et quand est-ce qu'il faut consulter une orthophoniste? Peut-être faut-il commencer par les cours de soutien, et on voit si ça bug, et après à ce moment-là... C'est toujours très compliqué, je veux dire, c'est comme pour un problème de lecture ou d'écriture. On a tendance à vouloir aller directement vers un professeur, surtout pour les mathématiques, de vouloir faire des cours supplémentaires. Je dirais que c'est un peu à l'appréciation de chacun. Maintenant, quand on est un bon professionnel et qu'on est
suffisamment à l'aise avec ça. Moi, il m'est arrivé de dire non, là, ça relève pas de mes compétences. L'enfant, il est bon, il a un bon raisonnement, il n'a pas de problème de structure mathématique, mais il a besoin d'entraînement, de revoir les leçons. Donc là, c'est plutôt un prof de maths dont il a besoin. C'est toujours un peu difficile de faire la part des choses, tout comme il m'est arrivé en langage écrit, de dire non, là ça relève pas de l'orthophonie non plus, il vaut mieux aller voir un prof particulier qui lui fera plus de soutien. Mais pour des parents, je pense que c'est un peu difficile. Maintenant, je dirais toujours, comme pour du langage écrit ou du langage oral, à partir du moment où on se pose la question, c'est toujours bien de faire un bilan, puis de voir ce qu'il en est. Est-ce que vous sentez qu'il y a des difficultés ? Et le bilan pourra dire s'il s'agit effectivement d'un trouble ou s'il s'agit simplement d'un retard. Et si c'est un simple retard, à ce moment-là, c'est plutôt de l'ordre du professeur. D'accord. Et en ce qui concerne le diagnostic de dyslexie, de dyscalculie, du coup. Parce qu'on parle des deux, de langage écrit, langage oral. Trouble 10. Exactement, trouble 10. Donc, du coup, est-ce qu'il y a un âge pour poser ce type de diagnostic ? C'est-à-dire que comme pour la dyslexie, il faut qu'il y ait un minimum d'apprentissage. On ne peut pas parler de trouble s'il n'y a pas au moins 2 ans de retard. Maintenant, il y a toujours, comme pour la dyslexie, il y a toujours des signes d'alerte, il y a toujours des choses qui vont nous dire attention, là il y a quelque chose, notamment dans la famille, s'il y a eu des difficultés d'apprentissage en mathématiques chez les frères et sœurs, chez les parents, chez les oncles et tantes, etc. Et puis si l'enfant de lui-même, déjà dès le départ, dès la maternelle, a du mal à aborder les notions de nombre, a du mal à retenir la comptine numérique, spontanément n'utilise pas le nombre et qu'on voit bien que les difficultés se mettent en place dès le départ, sans forcément poser un diagnostic, on peut de toute façon mettre des choses en place. On peut travailler sur le raisonnement et pas forcément sur le calcul, mais sur le raisonnement. D'accord. Et généralement, les patients que tu reçois au cabinet, c'est des patients qui sont venus consulter pour des difficultés en logicomaths ou pour autre chose, et c'est avéré qu'ils avaient également des difficultés en raisonnement logicomaths. Alors, pour la plus grande majorité de ceux que je vois pour des logicomaths, c'est pour ça qu'ils sont venus. Oui, c'est la demande à la base. Parce que je suis plutôt connue pour ça sur Casablanca, donc du coup, les gens me consultent pour ça. Maintenant, il m'est arrivé de faire des débuts de prise en charge en langage écrit, par exemple, et puis de me rendre compte que l'enfant avait des difficultés de raisonnement, avait des difficultés de logique, notamment au niveau de la lecture, des choses comme ça. Et en faisant un bilan de raisonnement logique, on s'apercevait qu'il y avait aussi des difficultés à ce niveau-là. Maintenant, c'est vrai que la difficulté en maths est souvent très vite reconnue, très vite repérée par les parents, et c'est souvent la demande principale. D'accord. Et par rapport à l'anamnèse, justement, quelles sont les questions qui sont relativement importantes à poser lors d'une consultation, justement, pour des troubles du raisonnement logico-maths ? Alors, est-ce qu'il s'en sort en maths ou pas ? Comment il est ? Est-ce qu'il est à l'aise ou est-ce qu'il n'est pas à l'aise en maths ? Est-ce qu'il compte sur ses doigts ? Est-ce qu'il a du mal à retenir les tables de multiplication ? Est-ce que lorsqu'il résout des problèmes, est-ce qu'il a du mal à choisir la bonne opération pour savoir qu'il faut ajouter, multiplier, diviser, etc. en fonction de l'énoncé ? Est-ce qu'il a les notions mathématiques plus grand qu'eux, plus petit qu'eux, ou 2 de plus, 2 fois plus ? Est-ce qu'il arrive à faire la différence au niveau des termes mathématiques ? En général, ce sont plutôt ça les signes d'alerte. Et après, peut-être aussi, est-ce qu'il arrive à se repérer dans le temps ? Alors, se repérer dans le temps et dans l'espace, oui, effectivement, ça peut être un signe. En général, les problèmes de repérage dans le temps et dans l'espace ne sont pas isolés. C'est toujours lié à autre chose, donc à un trouble du raisonnement logique, mais aussi à un trouble 10 en général, quoi. Donc, D'accord. Et justement, ta formation, est-ce qu'elle est ouverte uniquement aux orthophonistes, mais aussi, ou bien aussi à d'autres professionnels ? Ah non, la dernière formation, on avait aussi des psychomotriciennes avec nous. Comme je propose quand même dans ma formation un bilan, j'initie aussi au bilan, et que c'est pas des bilans qui sont proposés pour d'autres professions. C'est vrai que en général, j'ouvre plutôt ces formations aux orthophonistes et aux psychomotriciennes, éventuellement aux étudiantes en orthophonie ou en psychomotricité, mais les autres professions, ça me paraît plus compliqué. D'accord. Et quelle est la ligne à ne pas franchir, justement, pour ne pas tomber dans le soutien scolaire ? C'est difficile, justement, de faire la différence entre les deux, surtout quand on n'est pas formé, parce que quand on n'est pas formé, on a tendance, justement, à vouloir faire du systématique, des exercices et répéter.
on tombe vite justement dans ce travers-là, et la difficulté justement avec l'enfant, c'est qu'il souvent en mathématiques, il ne fait pas le lien entre les mathématiques et la réalité, à quoi ça correspond exactement. Il ne peut pas transférer l'apprentissage. Et donc du coup, il a du mal à transférer son apprentissage, et quand on fait des exercices systématiques, si on modifie un tout petit peu l'énoncé, il se retrouve complètement perdu. Et c'est justement la difficulté quand on fait des exercices systématiques et qu'on est plutôt dans du soutien scolaire ou dans du mathématique, et non pas de la rééducation logico-mathématique. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux nous décrire plus ou moins à quoi ressemble une séance de logico-maths? Elle dure combien de temps à peu près? Alors, les séances de logico-maths sont en général un peu plus longues, parce qu'en 30 minutes, on n'a pas le temps de faire grand-chose. Donc, en général, j'essaie de regrouper 2 séances de 30 minutes, l'une à la suite de l'autre. Maintenant, d'écrire, c'est compliqué, parce que moi, de toute façon, toutes mes séances sont différentes, quel que soit le type de rééducation que je fais. Ça dépend de chaque enfant, ça dépend du jour, ça dépend de mon humeur, de son humeur. En général, quand même, en tout cas en début de prise en charge, je commence toujours par des exercices justement de raisonnement, de logique, de mise en place de tout ce qu'on appelle la combinatoire et la classification. Donc c'est vraiment en général la base. On n'est pas sur des exercices justement mathématiques, et c'est là la difficulté par rapport aux parents justement qui viennent avec une demande bien précise. Je veux que mon enfant soit bon en maths. Et c'est là l'importance de bien expliquer que nous, on ne va pas travailler sur la notion qu'il est en train d'étudier en classe en mathématiques, mais sur les bases des apprentissages, et qu'on ne peut pas faire une addition si on n'a pas compris ce que c'était qu'un nombre. Est-ce que c'était qu'une dizaine? Est-ce que c'était qu'une unité? Et la différence entre les deux et le lien qu'il peut y avoir entre les deux. Donc oui, alors une rééducation classique... il y a beaucoup de manipulations quand même. Oui, énormément de manipulations. Moi, je travaille beaucoup dans la manipulation. Les mathématiques ne s'apprennent pas. Les mathématiques se vivent et s'expérimentent. Ça, tout passe par la manipulation et l'expérimentation. Et moi, les mathématiques, ça se fait avec des jouets, du papier, du crayon, des ciseaux, on coupe, on colle, on fait beaucoup de choses en manipulation justement. Donc du coup, c'est pour ça que 30 minutes ne suffisent pas forcément. Le temps de sortir le matériel, c'est déjà la fin de la séance. Exactement. Alors, est-ce que tu as des recommandations de formation, de livres, de comptes Instagram? Alors, formation, oui, je recommande la mienne, bien sûr. Non, blague à part, oui, je recommande ma formation, parce que tu pourras peut-être en parler plus précisément, mais je pense que toutes les personnes qui ont fait les formations que j'ai proposées ont été très contentes de ce que ça leur a apporté. Moi, personnellement, je suis formée au GPALM, donc que j'ai faite en France, qui est une formation qui est longue, sur 4 ans, avec 3 sessions de formation par an. C'est long, c'est coûteux. Je suis aussi formée à Cogiact, une personne qui était venue ici, mais c'est aussi une formation qui est très longue et très coûteuse. J'ai aussi fait des formations en gestion mentale, et ça, je pense que les formations en gestion mentale seront très intéressantes aussi pour tout ce qui est mathématiques, parce que ça permet de faire le lien justement entre les notions et la réalité, et voilà. Et c'est vraiment le plus important. Et puis, oui, faire des lectures. Après, dans les lectures, moi, il y en a un livre que j'affectionne particulièrement, que j'ai malheureusement prêté il y a quelques années à quelqu'un. Il a disparu, je ne sais plus où il est. C'est un livre qui s'appelle Les maths à toutes les sauces, qui a été écrit par Bernadette Guérit-Hess, Isabelle Cosmergui et Marie-Céline Romier, et qui est un livre très, très intéressant, sûrement, justement, le lien qu'il peut y avoir, les maths, on en fait tous les jours, quand on fait la cuisine, quand on porte ses valises, quand on va chez l'épicier, quand on fait des... Quand on met des valises dans un coffre. Oui. Il faut être organisé, il faut faire le raisonnement exactement. Pour que tout Mais rentre. quand on va au marché pour acheter des fruits ou des légumes, il faut les peser, il faut faire la comparaison entre justement le poids du légume et le poids. En plus, c'est très intéressant. Ici au Maroc, souvent dans les marchés, ils utilisent les balances Roberval, donc les balances à plateau, où on voit bien la notion de poids, faire le lien avec le prix au kilo et donc la multiplication. Donc c'est très très riche. Les mathématiques sont très riches dans la vie quotidienne, et là ça donne beaucoup d'exemples d'expériences dans la vie quotidienne
comment on peut trouver les mathématiques. Tout à fait. Alors justement, parlant de ta formation, moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire les 2 formations, de l'enfant et de l'adolescent. Et ce qui est vraiment super avec cette formation-là, c'est qu'il y a beaucoup de matériel qu'on peut créer par nous-mêmes. Et je trouve ça génial, le fait de ne pas avoir besoin d'acheter du matériel, ça fait des frais en plus. Et du coup, ça soit tellement simple et tellement évident dans un certain sens. C'est un papier, ciseaux, du scotch, c'est rien de bien compliqué et pas très coûteux. Et on peut faire tellement de choses avec. Et du coup, même pour l'enfant, pour reprendre à la maison, pour montrer à maman et papa ce qu'il a fait en séance d'orthophonie, c'est très amusant pour eux. Et il peut le reproduire très simplement à la maison. Et je trouve ça vraiment génial. Et du coup, pour toutes les personnes qui ont envie de se lancer dans le raisonnement du glucomètre, vraiment, je recommande cette formation. Merci. Parce que, aussi bien de l'enfant, parce qu'il faut commencer par une base, que la formation de l'enfant, elle dure quand même 3 jours, contrairement à l'adolescent qui dure que 2 jours, parce qu'on voit beaucoup de théories, beaucoup de choses qui sont très importantes. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça aide beaucoup. On a une base qui est relativement bien solide pour pouvoir aussi voir l'autre côté au niveau de l'adolescent qui change un tout petit peu sur pas mal de choses parce que l'interprétation de l'enfant, d'un ado n'est pas forcément celle d'un enfant, même si on peut quand même avoir un adolescent qui raisonne comme un petit aussi. Puis les concepts abordés ne sont pas les mêmes non plus avec l'adolescent et avec l'enfant. Exactement, c'est ça. Donc, pour toute personne qui est intéressée, je recommande fortement. Et je partagerai aussi ton compte Instagram pour toutes les personnes qui ont envie d'apprendre un petit peu plus sur le raisonnement du glucomètre. Parce que de temps en temps, tu peux poster... t'es pas très actif, mais je vais essayer de m'y mettre. Voilà, mais t'es motivé pour te lancer justement. Et je pense que ça va beaucoup intéresser les personnes pour... comprendre un petit peu plus ce que c'est que ce monde-là, parce que c'est tout un monde, le raisonnement du glucomètre comme tout type de soins. Et voilà, je te remercie. C'est moi qui te remercie. Ça a été un réel plaisir, une conversation très intéressante. Et du coup, ça me fait un petit rappel par rapport à ce qu'on a pu voir lors des 2 formations. Et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, Véronique. Merci à toi.